Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. On fait le tour des unes de presse avec Florence Lamoureux. Salut Florence. Allô Alexandre? Là, laisse-moi deviner. C'est ça que j'allais te demander. Ma boule de cristal ce matin, les unes de presse. Mais de quoi peut-on parler dans le monde entier ce matin? Joe Biden? Ah, Alexandre, tu m'as devancé. Bingo! Il a tenu à rassurer ses troupes jeudi soir, le président des États-Unis, Joe Biden, alors qu'il était le candidat le plus qualifié. C'est ce qu'il a dit pour la présidentielle de novembre lors d'une conférence de presse. Ça, c'était en marge du sommet de l'OTAN jeudi soir. Mais ça a mal commencé, tout ça, avant la conférence, quelques heures avant, en après-midi, jeudi, où Joe Biden a présenté le président ukrainien Volodymyr Zelensky comme le président Poutine. On peut écouter l'extrait, puis regardez bien, pour ceux qui nous écoutent à la vidéo, la réaction de Volodymyr Zelensky qui, à la fin, pouf, un peu de rire. Il est comme pris entre le malaise et le rire. On peut l'écouter. And now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. You can beat President Putin. And now... Et le malaise. Puis avant de continuer, Alexandre, t'en as parlé dans un autre moment de ton balado. Pour toi, c'est un des pires moments de l'histoire? Je pensais pas que tu allais aller jusque-là ce matin. Mais non, peut-être pas pire moment de l'histoire. Mais je veux en dire, fait, de sa présidence. De sa présidence. Ben, c'est l'erreur, tu sais, dans toutes les lapsus, parce qu'il en fait plein. Mm-hmm. C'est vrai qu'on a été comme complaisant avec ça, parce qu'on se disait, bon, il vieillit, mais c'est pas trop grave. Là. Tu sais, maintenant, il parlait de s'être entretenu avec François Mitterrand en France. Je veux dire, c'est un ancien président français, là. C'était pas lui, pantoute. Il a déjà confondu sa nièce ou genre sa petite fille, je pense, avec son fils décédé. Il en fait là, des bourdes comme ça depuis des années, puis on se formalise pas trop. Mais là, au moment où il peut pas faire ça, là, il ne peut pas faire ça. Là, il est devant une foule. Il y a tous les alliés des États-Unis qui sont là. Tous les premiers ministres, les présidents sont tous à la scène, sont à côté de lui. T'introduis Volodymyr Zelensky, le président de l'Ukraine, tu l'appelles Poutine. Ah! Oh! Tu sais, non, Joe, fais pas ça, non, Après, il est revenu, Joe. il dit, le président Poutine, nous allons battre le président Poutine. Ouais, il a tout de suite compris qu'il venait de faire une méchante erreur. Mais c'est parce que tu peux pas la faire en premier. Non, tu peux pas, à ce moment-ci, là, où tout le monde regarde, tu tronches les ongles une seconde, tout le monde commence à prendre des notes sur le côté. T'éternues, tout le monde commence, il va peut-être mourir. T'sais, tu peux pas faire ça au moment où tout le monde te regarde, mais malheureusement, je comprends la pression que cet homme-là doit subir. Je sais même pas de l'imaginer. Oui. Mais là, tu peux pas tomber comme ça. Tu peux pas trébucher, pas à ce moment-là, pas à ce point-ci dans la partie. Puis j'ai une pensée, moi, je vais te dire, Florence, pour Volodymyr Zelensky. Monsieur Zelensky, là, fait des années, là, je rappelle, lui, c'était un acteur. Il jouait le président quand il était acteur dans une série. Okay? Il est devenu, après ça, le président. Il dit waouh, dans une histoire conte de fées qui n'a pas de bon sens, devient président de l'Ukraine. Fait OK, waouh, je suis président. 10 minutes après qu'il soit président, son pays se fait envahir par la Russie, ce qui est déjà c'est comme n'importe quoi. Il fait oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Doit résister face à un envahisseur, son pays plongé dans la guerre, ses gens, son peuple meurt par dizaines, par centaines de milliers. C'est une tragédie. Là. Puis lui, il doit se défendre, se battre, aller dans tous les pays du monde, collecter de l'argent, demander de l'aide. Puis quand il fait des petits voyages à l'étranger, il arrive des affaires de même. Et comme son plus puissant allié, c'est un vieux monsieur. Il est à côté de lui, puis il fait comme... réagis pas, Volodymyr, réagis pas. Il faut qu'on prenne son argent, on en a besoin. Réagis pas. Ouais. OK, est-ce qu'il peut me présenter comme du monde? Puis, Poutine, je l'entends dans lui, là, tu sais, là. Vouloir fondre, disparaître. Vouloir dans fondre, le disparaître. Puis, c'est pas la première fois. Il vient au Canada, on lui fait applaudir un nazi. Tu sais, je rappelle, là, il a fait applaudir à Volodymyr Zelensky un nazi. Come on! C'est pauvre lui. Il est obligé de faire le tour du monde. Son pays est en guerre. Son monde se meurt. La Russie émet de la désinformation à en mourir sur lui. Il y a la moitié des États-Unis, chez les républicains, qui sont comme « Oh, il donne plus une scène, qu'il aille mourir aux mains de Poutine. » Il se bat pour sa survie, ce gars-là. Puis quand il arrive sur la scène, on le présente comme Vladimir Poutine. Je suis triste pour lui. J'ai de la peine pour Volodymyr Zelensky, sérieusement. J'ai de la peine pour lui. T'as l'air de vouloir des devinettes ce matin. Avec quel mot Joe Biden a terminé quand il s'est repris? Il a dit « Je suis tellement
je suis tellement concentré sur le fait de battre Poutine, nous devons nous en préoccuper. Anyway. Mais c'est pas la première fois qu'il essaie de se sortir d'une de ses bourdes où il se reprend puis il dit Anyway. Puis là, plein d'une des journaux disent le mot Anyway. Puis j'ai trouvé ça très drôle parce que c'est souvent un peu la façon de dire bon, passe à autre chose. Anyway. Puis justement, ben, il a essayé de passer à autre chose. Puis quand il a débuté sa conférence de presse officielle, d'ailleurs, on a repoussé de plusieurs heures la conférence de presse. Après cette bourde-là, l'équipe a sûrement voulu le préparer, faire une petite conversation avec lui, mais ça a donné le temps aux journalistes, évidemment, spinner dans les bons mots sa première bourde. Et ensuite, un journaliste lui a demandé s'il croyait que Kamala Harris avait la capacité de battre Donald Trump, s'il décidait de se retirer de la course à la Maison-Blanche. Et voici sa réponse. What concerns do you have about Vice President Harris's ability to beat Donald Trump if she were at the top of the ticket? Look, I wouldn't have picked Vice President Trump to be vice president, but I think she's not qualified to be president. So let's start there. Évidemment, 3 secondes après, sur X, Donald Trump, il s'en est donné à cœur joie, mais écoute, Alexandre, c'était vraiment sa chance de se reprendre après le débat désastreux. Là, certains experts, je lisais plusieurs journaux ce matin, disent qu'il a été beaucoup plus solide, comme il a montré qu'il maîtrisait le dossier de la Chine. Mais quand même, qu'est-ce qu'on retient ce matin? De quoi on parle? Juste ces deux lapsus. C'est exactement ça, c'est ces deux lapsus. C'est juste de ça qu'on va parler. C'est triste, mais à ce point-ci, c'est pour ça je le répète, là. Il y a pas, pour moi, de monde dans lequel il peut rester le candidat. Il t'a pas convaincu hier, même s'il était un peu plus solide? Oui, il est solide, mais je parle de manière plus générale, là, comme analyste. On se comprend-tu que je suis aux États-Unis? Là? Hey, je m'excuse, la gars, je vais vous le dire haut et fort. Là, je trahis l'intégrité journalistique un instant. Je voterai jamais pour Donald Trump. On se comprend-tu? Je voterai jamais dans la vie pour quelqu'un qui se présente aux élections qui a été reconnu coupable de viol. Quelqu'un qui a été reconnu coupable de fraude. Quelqu'un qui est un criminel, convicted felon. Puis quelqu'un en plus qui dit « Hey, la gang, moi, j'admire tous les dictateurs, j'aimerais en être un. Élisez-moi et je vais me venger de tous mes adversaires politiques. » D'accord? Il dit haut et fort, là, noir sur blanc. C'est même pas moi qui invente ça. Il dit lui-même, il en est fier. Je pourrais jamais voter pour un gars comme ça, on s'entend. Je voterais comme par défaut, là, par dépit. Pas nécessairement même pour la qualité de l'autre, mais plutôt pour juste la personne qui peut le battre. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres choix. Ben, on est aux États-Unis, puis ça, c'est un des trucs les plus absurdes. Le bipartisme, là, qui a juste 2 options. C'est ça ou c'est ça, t'es pas content, votant, c'est de la folie. OK, il y a des candidats indépendants, mais ils peuvent juste pas gagner. Au moins au Québec, au Canada, tu peux faire élire certains députés, donner de l'argent. Tu sais, même si ton député n'est pas élu dans la circonscription où tu votes, tu donnes quand même de l'argent à ton parti juste en donnant ton vote pour eux. Puis au moins, il y a des oppositions variées. Au moins, tu as une position, même si tu n'es pas d'accord avec quelque chose. Mais aux États-Unis, c'est un ou l'autre. Votant si t'es pas content. C'est fou comme type de choix. Puis qu'est-ce que ça crée? Ben, de la polarisation comme on en voit en ce moment. C'est un contre l'autre. T'es pas avec moi, t'es mon ennemi. Réconcilier tout ça, c'est tellement difficile. Puis là, ben, tu te rends compte que c'est exactement ce qui arrive. Je veux dire, il y a des gens qui vont voter le candidat démocrate, peu importe, parce qu'ils ont peur de Donald Trump. Je les comprends tellement. Je ferais la même chose. Je ferais sincèrement la même chose. Après ça, est-ce que je pense que M. Biden est de la hauteur? Mais vraiment pas. Vraiment pas. Je pense qu'il peut quand même récolter des votes juste parce qu'il est l'opposition de M. Trump. C'est ça. Puis il a tenu d'ailleurs hier à parler de son état de santé. On lui a posé la question, évidemment, puis il a essayé de rassurer. On va voir si ça va te convaincre, Alexandre. Taken 3 significant and intense neurological exams by a neurologist. In each case, as recent as February. And they say I'm in good shape, okay? Although I do have a little problem with my left foot because it's not as sensitive because I broke my foot and didn't wear the boot. But I'm good. Donc, ce qu'il dit en résumé, c'est qu'on lui a passé 3 tests neurologiques. La majorité des médecins disent qu'il est en forme. Donc, il s'accroche. Il va continuer de s'accrocher. Puis l'avenir nous le dira. Ouais, moi, je pense que c'est une question d'une semaine. Ah ouais? Ben, ils ont plus vraiment le choix. Ils ont plus le choix. La pression s'en vient trop haute. Les sondages le disent aussi. Les sondages le disent. Il n'est pas capable de rester là. Les plus fidèles alliés habituels de M. Biden, les Nancy Pelosi, l'entourage de Barack Obama, ils répondent pas.
on leur pose la question, puis ils sont comme, ils Ouais. passent à côté de la réponse. Tout le temps. Tout le temps, quand on leur demande s'ils vont continuer à appuyer Biden. Non, moi, je pense qu'on est en train là, de se magasiner un candidat d'urgence pour être capable de le remplacer. Après ça, advienne que pourra. Va falloir essayer de battre Trump. Ça va être ça l'objectif de cette conférence-là qui s'en vient pour les démocrates. Mais en dehors de ça, comme je dis, il n'y a plus de marge de manœuvre. C'est plate. Moi aussi, j'ai trouvé qu'il était bon sur divers sujets, mais j'écoute plus. Comme la majorité des gens, je n'écoute plus les propos de M. Biden directement. Je fais juste m'accrocher dans le fait que il est vieux. C'est devenu un réflexe moteur. Je pense pas juste pour moi, pour à peu près tout le monde qui le regarde. Puis ça, c'est insurmontable. Je vais voir comment il peut passer par-dessus. Tout savoir en 24 minutes. On va passer de Biden à TikTok. Si je te dis, Alexandre, raw dogging, est-ce que ça te dit quelque chose? Oui, j'ai pas envie d'en parler en ondes. C'est un terme sexuel, absolument, raw dogging. Mais là, c'en est pas un, c'est une nouvelle Ok. tendance TikTok. OK. Là, hey, tes OK. yeux, t'avais les yeux ouverts, tu disais, qu'est-ce que tu vas En me anglais, dire à regarde, je matin? vais le dire sincèrement. En anglais, c'est un terme cru pour dire pas de condom. OK. Je dis ça comme ça. Là. C'est pour ça que j'ai eu peur de ce que tu venais me parler en ce moment, mais vas-y. Ben non, Florence, mais là, c'est vas-y. le nom d'une nouvelle tendance TikTok. Avant de t'en dire plus, ben, je te montre 2 exemples de ce qui circule sur les réseaux sociaux partout dans le monde. On peut en écouter un autre. Pour ceux qui nous écoutent à l'audio, on voit juste quelqu'un qui fixe son banc d'avion sans bouger. Puis là, il met dans la capture d'écran disant pendant combien d'heures il a fixé le vide. On peut en écouter un autre exemple où la personne, c'est encore plus long. Donc là, c'est écrit, je viens juste de raw dog pendant 15 heures dans mon vol d'avion. Ça, c'est une nouvelle tendance. Mais là, je dis nouvelle tendance, mais je pourrais aussi dire une très étrange tendance qui consiste vraiment à passer un vol d'avion, à fixer le vide sans aucune distraction. Donc là, quand je dis aucune distraction, je parle de livres, d'écran, pas le droit d'aller aux toilettes, pas le droit d'écouter de la musique, pas le droit de manger, pas le droit de boire de l'eau. Et là, les gens se filment, partagent ça sur les réseaux sociaux puis disent pendant combien de temps ils ont été capables de fixer le vide. Puis là, avec ça, évidemment, là, on fait attention, mais ils plaident que ça fait vraiment, c'est bon pour la santé, ça vide leur esprit complètement. Mais c'est vraiment décrié par des experts actuellement. Surtout, là, on a vu des vols de 7, 8 heures, 15 heures qui circulent sur TikTok sans aller aux toilettes, sans manger, surtout dans un avion, sans boire de l'eau. C'est pas la meilleure chose pour la santé, mais ça circule partout. Puis on parle des bienfaits pour la santé, que ça active la dopamine, ça réduit le niveau de stress. Mais évidemment, là, je dis ça ironiquement, ne reproduisez pas ça à la maison, mais ça circule partout. Ben, écoute, la meilleure traduction que je préfère à ce moment-là de raw dogging, hein, c'est affrette. Hein? Une bonne traduction québécoise là, de ça, c'est affrette. Fait que c'est comme l'espèce de si on veut de tendance de faire, tu fais ton vol à frette, là. Ouais, Pas on dit que ça d'anesthésie. travaille là. le cerveau. Pas de livre, pas de film, pas de rien. Tu y vas à frette. OK, cette nouvelle tendance, quand je vais continuer de traduire comme ça, à frette, ben c'est donc bien épais. Puis là, quand tu dis on dit que, je veux dire, c'est qui? C'est ces mais là, fameux experts de santé qui ça. sont des TikTokers? Non. Exact. À la base, il n'y a pas aucun. Si vous voulez faire de la méditation, là, vous avez le goût de contempler le vide. Faites de la méditation, ça existe déjà. Vous n'êtes pas en train d'inventer quoi que ce soit en faisant « je bois pas, je mange pas, puis je fixe le vide 15 heures. » OK, man, va Les faire gens de la se méditation. vantent de compter. Il y a un gars qui dit « Moi, j'ai compté 2 fois jusqu'à 1 million. » Écoute, ça peut être drôle, là. Je veux dire, c'est une bonne c'est une bonne tendance là, humoristique, ça étant dit. Si tu le fais, c'est comme, c'est drôle. Hey, combien de temps on peut toffer sans regarder quoi que ce soit, là? C'est juste à s'emmerder dans un avion. C'est drôle. Ça me fait rire. Mais d'y attribuer des bienfaits de santé, c'est là où évidemment je décroche. Là. C'est tellement stupide. Faut tellement être stupide pour dire ça, puis encore plus stupide pour le croire. Pas boire et désolé, manger là. dans un vol de 15 heures. Je pense qu'il n'y a personne qui va vous apprendre que c'est vraiment pas la meilleure idée du monde. Okay, n'importe qui vous recommande de pas boire et manger dans la vie, c'est pas vrai. C'est pas bon, OK? C'est jamais. Là. Les régimes d'influenceurs et d'influenceuses de tout croche là, sur le web où ils vous disent « Mais là, il faut que vous jeûniez 15 heures de temps, pas d'eau. » Non, jamais de votre vie vous faites ça. C'est vraiment stupide. C'est vraiment stupide. Il y a pas une... Allez prendre les recommandations des nutritionnistes, du Guide alimentaire du Canada, si vous voulez vous poser des questions sur votre alimentation. Allez regarder des conseils donnés par des vrais nutritionnistes, des vrais experts de santé.
pas quelqu'un sur TikTok qui vous dit que c'est bon pour la concentration puis pour votre dopamine d'arrêter de regarder quoi que ce soit d'autre que le vide pendant 15 heures. C'est vraiment épais. Mais moi, je les crois pas. Lui qui dit que pendant Ben, 15 heures, je suis désolée. Mais non, ils l'ont pas fait. Ils se sont filmés 2 minutes, puis après ça, ils font comment? Regardez, je l'ai fait 15 heures. Mais non, en plus, t'es un TikToker, t'es comme accro à ton téléphone cellulaire, t'as besoin de le checker à toutes les 2 secondes. Arrêtez-moi ça. Non, regarde-moi. Non seulement j'y crois pas, mais en plus, quand ils se mettent à faire de l'espèce de charlatanisme là, de nourriture, puis de bouffe, puis de bien-être et de bienfait, vous êtes des épais, votre défi est stupide, puis vous l'avez même pas réalisé de toute manière. Voilà. J'ai bien résumé? Oui. J'ai bien résumé. Tout savoir en 24 minutes. Vous vous rappelez peut-être d'une horrible histoire qui avait fait les manchettes en 2019. C'est un jeune homme de 30 ans qui avait tenté de se tuer en provoquant un face-à-face sur l'autoroute 50. Puis sa tentative de suicide lui a coûté la vie à une personne. Lui a survécu. Et cet homme-là, qui s'appelle Jeannot Vincent, écope de la prison à vie. Ça, c'est au grand soulagement de la conjointe de la victime qui attendait depuis 2019 à savoir qu'est-ce qui allait arriver avec la peine du meurtrier de son conjoint. Donc, c'est un jury qui délibérait depuis plus de 2 jours dans un procès de plus d'1 mois. Donc, officiellement, il aura la prison à vie. Qu'est-ce qui s'est passé, Alexandre? Mais ce jour-là, il circulait sur l'autoroute 50 au lendemain d'une soirée festive quand il a volontairement foncé avec son camion Ford F-150 sur un campeur, sur le campeur de sa victime. Dans la voie inverse. Donc, le face-à-face a été vraiment puissant au point que la victime, Robert Campion, 59 ans, est mort sur le coup. Lui a survécu et c'est un père d'une enfant. On dit qu'il avait des problèmes financiers, personnels, de consommation. Donc voilà, c'est un peu nébuleux à savoir son état, l'état mental au moment des faits, mais il a été retenu coupable de la prison à vie. Et là, la question qui se pose, ça va être décidé à l'automne, mais ça va être d'attendre de savoir après combien d'années il va pouvoir faire une demande de libération conditionnelle. On estime entre 10 et 25 ans. Donc, on va savoir à l'automne après combien d'années. Mais c'est vraiment une histoire qui avait fait tristement les manchettes en 2019. Quelqu'un qui a voulu se tuer. Avec tellement de raisons. Là. Je suis tellement heureux de ce jugement-là, Florence. Là, si on avait donné moins, j'aurais été en beau joie le vert. On va te le dire. Là, je l'ai suivi, ce dossier-là. Jeannot Vincent, prison à vie, ben bonne affaire. Je vais te le dire. Là. Je m'excuse, c'est rare que je devienne personnel là, sur des histoires comme celle-là, mais que M. Campion soit décédé à cause des choix de cabochon de cet homme-là, c'est vraiment une tragédie. C'est un meurtre. Je vais le dire comme c'est un meurtre. Puis c'est bien qu'il ait écopé de la prison à vie. Tu sais, comme tu le disais, le gars, M. Jeannot Vincent, veut se suicider. Mais lui, il ne se suicide pas comme les gens qui veulent se suicider. Je veux dire, le suicide n'est jamais une option. Là. Je le répète, là, ne faites pas ça. Il y a des ressources pour vous aider. Mais là, lui, il se rend là. Mais à la place de se tuer tout seul, de s'enlever la vie, un geste, tu sais, je veux dire, un geste qui lui appartient, qui peut sembler égoïste, qui peut sembler toutes ces choses-là autour, mais décide de le faire. Mais il le fait pas tout seul. Non, il s'est dit, moi, je vais causer un accident. Je vais causer un face-à-face pour mourir moi, puis tue quelqu'un d'autre, puis lui meurt même pas. Un homme innocent, là, qui est dans une autre voie, t'es en sens inverse, tu t'attends-tu en plein jour à ce qu'il y a juste quelqu'un qui dévie de sa voie puis vient te ramasser en pleine face? Il n'y a eu aucune chance. Ça pourrait arriver à n'importe qui. Il y a personne qui aurait pu éviter ça. Il a juste décidé, lui, moi, je m'enlève la vie, mais je vais tuer quelqu'un au hasard avec moi. Mais quel choix de gros lâche sale. Pour de vrai, là, quel choix de cabochon d'épais stupide. Et là, ça vient me chercher. Là, il y a un homme qui meurt pour rien. Lui survit. Puis je sais pas si tu as suivi le reste de l'histoire, Florence, mais il est à l'hôpital, puis là, son ex-conjointe vient le voir, puis là, là, j'ai voulu me tuer. Non, j'ai voulu me tuer. Oui, parce qu'il essaie de faire passer ça sur ses problèmes de santé mentale, puis c'est ce que des gens à la cour avaient peur, tu sais, disant, lui, il va plaider ses problèmes de santé mentale, il va essayer de se faire reconnaître tel ou tel diagnostic, puis la peine va baisser. Mais il a essayé. Prison à vie. Ben oui, mais il a essayé, mais c'est parce que le pire dans cette histoire-là, c'est que son ex-conjointe, elle a témoigné. Parce qu'après ça, une fois qu'il a dit à l'hôpital, tu sais, comme à chaud, là, tout de suite après, j'ai essayé de me tuer, nanana. Mais là, il a comme commencé à penser, M. Jeannot, M. Jeannot Vincent. Puis là, il fait, merde, ils vont peut-être me poursuivre pour ça. Maudit, j'aurais pas dû dire que je voulais me tuer. J'aurais dû dire que c'est juste un accident. Il a offert de l'argent. Il a offert de l'argent à son ex-conjoint pour qu'elle change sa version des faits au procès. Non seulement il a été trop lâche pour faire assumer ses choix tout seul, puis il a décidé d'amener un innocent
même pas avec lui, parce que lui n'est pas décédé, mais en plus, il n'y a même pas la colonne vertébrale pour reconnaître l'audacité, l'horreur du geste qu'il a fait, puis il essaie d'utiliser de l'argent alors qu'il n'y en a même plus, pour essayer de donner un pot de vin à son ex-conjointe pour mentir dans un procès. Bonne affaire qu'il soit en prison pour ce gibier de potence-là. Sérieusement, là, ça pour moi, c'était le minimum qu'il devait avoir, minimum dans cette histoire-là. Toutes mes pensées vont à la famille de Robert Campion, à sa conjointe aussi. C'est quelque chose qui n'aurait jamais dû arriver. Pas à personne, pas à lui. Content que justice soit rendue. Tout savoir en 24 minutes. Une nouvelle qui m'a vraiment surprise ce matin, Alexandre, des jeunes et des organismes comme les Carrefour Jeunesse Emploi témoignent aux 24 heures mentionnant que de plus en plus de jeunes se disent incapables de décrocher un travail d'été. Même les jobs plates, qu'on qualifie de moins le fun, comme travailler au Tim Hortons, au McDonald's, à l'épicerie, sont impossibles à trouver. Puis ça me surprise parce que depuis la pandémie, on se rappelle les magasins avec des affiches placardées disant « Je recherche juste un employé ». Tu pouvais arriver là, dire que tu n'étais pas à travailler. On t'engageait sur le champ. On n'en est plus là du tout. Le taux d'emploi, j'ai vérifié ce matin, le taux d'emploi étudiant au pays est à son plus bas depuis 25 ans. Il y a un jeune qui a mentionné aux 24 heures que ça fait 6 mois qu'il cherche un emploi. Il n'en a toujours pas trouvé un. Il a envoyé une centaine de CV. Puis là, en partageant son histoire, on s'est rendu compte qu'il n'était pas le seul du tout. Le 24 heures a fouillé sur les réseaux sociaux puis ont trouvé des dizaines et des dizaines de témoignages de jeunes qui cherchent des emplois, qui publient dans les groupes, dans les différentes villes pour essayer de se trouver un petit emploi d'été. Là, pas un emploi après avoir évidemment fait des études, mais juste un petit emploi étudiant comme travailler au dépanneur, travailler au magasin du coin. Ça m'étonne, vraiment. Donc, c'est quelque chose d'assez surprenant parce que le marché a vraiment changé. Puis ce qu'on dit, c'est que oui, en 2020, 2021, 2022, là, oui, on cherchait beaucoup de gens dans les petits emplois comme les services de restauration rapide. Mais entre l'été 2023 et 2024, il y a eu vraiment une forte demande de jeunes qui se sont mis à vouloir travailler, des gens aussi qui sont revenus sur le marché du travail. Puis finalement, en ce moment, il y a beaucoup d'entreprises qui se sont mis avec la pandémie à perdre leurs employés. C'est des gens qui, oui, cherchaient un emploi, ont décidé de quitter. Puis les entreprises se sont rendues compte que ça leur coûtait très cher finalement. Donc, ils ont décidé de couper des postes avec l'inflation aussi, de un peu rediriger leur entreprise, donner des tâches à d'autres personnes. Donc, on engage vraiment moins aujourd'hui. Puis beaucoup de jeunes se retrouvent sans emploi. Toi, à quel âge on t'a tordu le bras pour commencer à travailler? On m'a pas tordu le bras pour commencer à travailler. Je commençais à travailler tout seul. Puis tu vois, avant même qu'il y ait des lois qui soient passées, là, je m'excuse, j'étais peut-être un peu illégal. Moi, 14 ans, je travaillais dans une épicerie. Okay. J'ai commencé à faire ça. Puis personne ne m'a tordu un bras, mais j'avais vraiment le goût de m'acheter mon premier ordinateur moi-même que je montais de mes mains. Fait que je devais ramasser de l'argent pour être capable de faire ça. Puis c'est ce que j'ai fait. Non, je suis surpris. On va te le dire, je suis surpris parce que moi aussi dans ma tête, j'étais ancré que cette idée-là, que si tu voulais trouver de l'emploi étudiant, puis de la job-in, puis dans un resto, puis dans ci, puis dans ça, tu pouvais le faire en claquant des doigts. Mais là, je pense que c'est peut-être un phénomène qui va valoir la peine qu'on se penche plus dessus, qu'il y ait des statistiques qui soient sorties aussi là, pour qu'on regarde est-ce que c'est généralisé, est-ce que ça s'en va ailleurs dans le reste du pays, on voit la même affaire, est-ce que c'est juste au Québec, est-ce que c'est juste à Montréal, est-ce que j'ai hâte de voir là, si on peut appuyer cette espèce de tendance-là qu'on voit du côté d'un article avec des véritables chiffres, mais quand même, pour moi, c'est spécial. Je pense que c'est un changement de situation. Il faut que les gens se mettent ça dans la tête. Puis peut-être qu'on regarde aussi comment on peut peut-être mieux appuyer les jeunes. Parce qu'un emploi étudiant, c'est super important. L'indépendance financière, quand t'es pas vieux, c'est ce qui te permet de vieillir, de gagner en maturité, de te faire tes propres achats, de t'acheter une première auto là, avec ton permis de conduire pour être capable d'être un peu plus indépendant, partir de chez tes parents, puis aller voir tes amis sans demander un lift. C'est comme un gros moment charnière, je trouve, dans une jeunesse. Puis ça te forme, là. Apprendre à travailler, apprendre à avoir une éthique de travail, apprendre à te lever le matin, aller chercher ton chèque de paye, te faire prélever de l'argent par les impôts, sacrer un peu. C'est normal, c'est de l'apprentissage. Au secondaire, c'est un long congé d'été. C'est long. Quand t'as pas d'emploi d'été, c'est facile de rester couché. C'est long. C'est longtemps. Là. Je pense que ça vaut la peine quand même de continuer à envoyer des CV. Là. C'est pas parce que vous entendez dire ça en ce moment, jeunes et moins jeunes, qu'il faut arrêter de se chercher des emplois. Je pense qu'il y a des domaines où il y a toujours un roulement de gens d'emploi. Même si vous n'avez pas l'âge d'être serveur, par exemple, là, un resto, je pense qu'il y a toujours besoin de boss boy, toujours besoin de monde pour faire la vaisselle. Il y a encore des emplois dans certains milieux qui sont là.
trouvez-les. Mais je suis surpris. Je t'avoue, je suis surpris. Changement de paradigme complet. J'ai hâte qu'on s'y intéresse un tout petit peu plus. Florence Lamoureux, merci. Merci.